Et ça, c'est vraiment un parcours remarquable. Il a accompagné les institutions publiques, le secteur manufacturier et agro-industriel, ainsi que les petites et moyennes entreprises canadiennes dans le développement donc, de marchés internationaux. Il a travaillé avec eux sur les questions d'innovation, les créneaux d'excellence, l'amélioration donc de l'environnement des affaires et l'attraction des investissements étrangers, les IDE, investissements directs étrangers. Monsieur Bamba, donc au-delà donc je dirais même en plus, n'est-ce pas, donc de ce travail avec des opérateurs économiques dont la logique donc de faire du profit, M. Bamba s'est intéressé donc aux jeunes et aux femmes. Ça, c'est important. Il s'intéresse à des catégories qui n'avaient pas uniquement en perspective la maximisation du profit. Donc, il s'est intéressé donc, aux jeunes et aux femmes et il les a aidés donc, à travers des formations à développer leur culture entrepreneuriale. Il a également conseillé donc, des groupes de jeunes et des femmes au redressement et à la rétention d'entreprises stratégiques dans les territoires en difficulté et les villes mono-industrielles. Ça, c'est peut-être des problèmes d'aménagement du territoire dans certains pays comme le Canada, dont tu nous parleras. Alors, sur le continent africain, M. Bamba a travaillé en Côte d'Ivoire. Ah, bon, ça nous fait plaisir, M. Bamba. Travaillé en Côte d'Ivoire au groupe Neumann Coffee Group Ibero et la Soko Devi dans le secteur agro-industriel. De 2014 en 2017, il a été expert chargé de politique industrielle et de développement des micro, petites et moyennes entreprises à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Alors, sur le plan académique, je vais terminer par là. M. Bamba est titulaire d'un Master of Business Administration, MBA, de l'Université de Sherbrooke au Canada. Voilà, donc je m'arrêterai là. Alors, M. Bamba, donc, félicitations pour ce parcours remarquable. Félicitations pour votre contribution au développement de notre pays. Et donc, sur ce, donc, je vous cède, comme disent les Anglais, you have the floor, je vous cède la parole. OK. Merci bien au Dr Sangaré. Bonsoir, grand frère. Oui, merci. En tout cas, merci à tous les participants d'être là cet après-midi réunis pour échanger sur un sujet qui nous tient à cœur. Donc, je voudrais remercier vraiment tous les participants, remercier le président du GOTIC, M. Patrick Guin, qui est en notre compagnie, remercier mesdames et messieurs les administrateurs du FONSTI, remercier également mes collègues membres du conseil scientifique du FONSTI, avec qui nous essayons en tout cas de faire avancer cette grande mission qui a été confiée au Dr Sangaré. Également, merci à tous les entrepreneurs, à tous les acteurs de l'écosystème qui sont en ligne et qui sont venus à cette causerie. Donc, en fait, il s'agit vraiment d'une causerie que nous allons avoir sur un sujet majeur. Donc, si vous permettez, je vais vous partager notre écran, mon écran. OK. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Et Monsieur Bamba, c'est propre, c'est bien. Okay. En tout cas, à mon niveau, c'est parfaitement visible. Okay. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Donc, effectivement, la thématique, telle que nous l'avons reformulée, c'est écosystème d'innovation et dynamique entrepreneuriale, perspective ivoirienne. Donc, comme sommet, nous allons rapidement parcourir les questions d'innovation et de compétitivité économique, les questions d'écosystème entrepreneurial innovant, le rôle du secteur public dans l'innovation et bien sûr à lever une conclusion. Et à la fin, vers la fin de mon intervention, je vais laisser la parole quelques 5 minutes à M. Patrick Beng qui va nous partager sa lecture de la question de l'écosystème innovant en Côte d'Ivoire. Donc, innovation, c'est un mot qui, je veux dire, un mot qui est bien connu, mais qui souvent porte à confusion. Donc, nous avons souhaité pouvoir planter le décor. Donc, c'est quoi l'innovation? Donc, l'innovation est la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau, sensiblement amélioré,
d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode d'organisation dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail et les relations extérieures. Donc ça, c'est un peu la définition du manuel d'Oslo, qui vraiment est le manuel de référence et qui nous définit ce que c'est que l'innovation et ce qui n'est pas l'innovation. Donc l'innovation, vraiment, c'est un produit nouveau qui a certaines valeurs. Et bien sûr, souvent, on pose la question, quelle est la différence entre l'innovation et l'invention? Donc l'innovation n'est pas la créativité, mais c'est l'application de la créativité. Donc lorsque vous faites une invention, mais que ce produit n'est pas commercialisable, ce produit peut avoir toutes les capacités, toutes les aptitudes, mais n'est pas dans le cadre d'une innovation. Donc, pourquoi innover? Ben, parce que de plus en plus, on est dans un monde compétitif et sans innovation, on n'est pas capable de créer des valeurs. Donc, compétition mondiale, évolution technologique. Donc, pourquoi innover? Parce qu'on se livre à une course mondiale de l'innovation pour être au premier rang des nouvelles technologies et des industries et capacités de haut gamme. Donc, quelle est la différence entre un inventeur et l'entrepreneur? Ben, je dirais que l'inventeur invente et l'entrepreneur vient avec de l'innovation. Le rôle des entrepreneurs dans les économies qui avancent, on parle de... Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, M. Bamba. DG, on vous entend. Hein? OK. Donc, on parle de destruction créatrice. Donc, l'innovation part, je dirais, de la destruction créatrice. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'innovation, on est toujours en train de vouloir créer quelque chose de nouveau, même lorsque tout est parfait. Donc, on est dans une production, dans un service, on est toujours en amélioration continue. Donc, on parle de destruction créatrice. Oui, c'est la destruction de ce qui existe, mais ça vous crée plus de valeur. OK. Dans le cas d'analyse du modèle de développement économique basé sur l'innovation. Donc, pour l'innovation, bien sûr, lorsqu'on parle d'innovation, le modèle, c'est quoi? On a des intrants, on a des extrants et on a une demande d'innovation. Quels sont les intrants? Donc, les intrants, l'environnement de l'innovation. Lorsqu'on parle d'innovation, bien sûr, vous avez les ressources qui sont mises en œuvre. Ça peut être du capital humain, ça peut être du capital financier, ça peut être la base industrielle, ça peut être des infrastructures physiques. Donc, c'est l'ensemble de ces ressources-là, bien sûr, qui vont rentrer en œuvre. Et bien sûr, à côté des ressources, vous avez les réseaux. Et vous avez aussi la culture d'entreprise, la culture de l'environnement. Donc, bien sûr, dans un certain milieu, c'est l'aptitude à la collaboration et au partage des idées, des ressources. C'est l'attitude de l'entrepreneur par rapport au risque, c'est l'ouverture à la diversité culturelle. Donc, les réseaux, bien sûr, c'est la collaboration dans l'écosystème entre différents intervenants. Donc, là, vraiment, vous avez ce que nous appelons les intrants. Au niveau des... Excusez-moi. Au niveau des extrants, donc, bien sûr, l'innovation continue à différents aspects tels que la productivité, les nouvelles activités. Donc, lorsqu'on innove, on génère des idées, on développe et on teste des idées. Par la suite, on commercialise ces idées. Donc, le fait d'avoir des intrants qui nous amènent à créer de la productivité, in fine, on améliore la qualité de vie, on améliore le niveau de vie. Et bien sûr, cela est mesuré par la croissance des emplois, le taux de chômage, le salaire moyen. Donc, c'est là qu'on dit que l'innovation, bien sûr, a je dirais, un continuum très fort avec les questions liées à la lutte contre la pauvreté, à l'amélioration du cadre de vie et bien sûr au développement de nos pays. Donc, ici, il y a un schéma qui est là, où bien sûr, de l'innovation, on va créer des centres régionaux d'appui à l'innovation, on va augmenter la productivité des travailleurs des entreprises, on va créer de nouvelles activités, et bien sûr, l'ensemble de ces facteurs aboutit à ce qu'on appelle la compétitivité d'entreprise. Et à côté de cela, bien sûr, aussi, vous avez la formation des ressources humaines. Donc, il s'agit des moyens que nous avons investis dans les ressources humaines. Il s'agit de nos centres de recherche universitaires. Il s'agit des formations des universités en région. Et ces universités vont avoir de l'impact sur la main-d'œuvre pour ceux, par exemple, qui n'ont pas de diplôme d'études, ou ceux qui sont diplômés. Et l'ensemble de ces facteurs-là, de l'innovation combinée à la formation, va aboutir à une augmentation du PIB, à une baisse de la pauvreté. Et donc, vous voyez ici, bien sûr, que ce schéma résume bien la mission qui est créée au FONSTI. Bien sûr qu'au FONSTI, à l'intérieur du FONSTI, on a des ressources universitaires, on a des chercheurs qui sont présents, mais bien sûr, il s'agit d'associer cela à l'innovation.
et qu'in fine, c'est de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Donc, définitivement, la mission du FONSTI se trouve vraiment, je veux dire, ancrée au cœur des problématiques de croissance de notre pays. Donc, écosystème entrepreneurial innovant. Donc, bien sûr, ici, nous avons essayé de décrire un peu les différentes phases. Donc, lorsqu'on parle de projet entrepreneurial, on parle d'abord de ce que nous appelons une phase d'idéation. Après la phase d'idéation, on arrive à ce qu'on appelle l'amorçage, ensuite la croissance et la maturité. Et à chacune des phases de développement de l'entreprise que je viens de mentionner, sur le territoire en Côte d'Ivoire, vous avez différents acteurs. Mais cela prend aussi, je dirais, des structures spécifiques, structures d'accompagnement. C'est des structures, par exemple, dans la phase d'idéation, c'est comme l'agence emploi jeune, l'agence Côte d'Ivoire PME, qui vont aider souvent le jeune porteur de projet à faire mûrir son idée. Ensuite, d'incubation et d'accélération. En Côte d'Ivoire, vous avez différents incubateurs du secteur privé. Vous avez Dream Factory pour l'agence Côte d'Ivoire PME, vous avez Incubivoire, vous avez Sista, vous avez d'autres acteurs. Il y a aussi des espaces de coworking. Donc, tous ces espaces-là, c'est les lieux d'innovation, c'est des espaces qui accueillent les jeunes entrepreneurs. Donc, il y a Safi Business Center qu'on a adressé, il y a My Address, et aussi vous avez des organismes de formation des entrepreneurs. Et à la fin, par la suite aussi, vous avez ce qu'on appelle, vous avez des mentors, vous avez des parcs technologiques à un certain autre niveau. Donc, pour vous dire que lorsqu'on parle d'écosystème entrepreneurial, c'est tout un parcours et on a un certain nombre d'acteurs qui accompagnent. Donc, lorsqu'on parle de pouvoir créer de la richesse au travers des entreprises, il faut qu'on se pose la question nous-mêmes en tant qu'agent de développement. Est-ce qu'on a les acteurs qu'il faut à chaque phase? Sinon, autrement, par exemple. Donc, au niveau de l'idéation, lorsque le jeune a une idée, qu'on peut appeler une idée farfelue peut-être, il veut créer une moto qui va s'envoler d'ici à Bondoukou. Bon, au départ, il est dans la phase d'idéation, c'est une idée qu'il a. Et puis, à ce niveau-là, bien sûr, ses sources de financement, c'est ce qu'on appelle le love money. C'est souvent son oncle, c'est souvent sa tante, c'est souvent des amis qui vont dire « on croit en toi, on va t'accompagner un peu ». Mais c'est ça, là, beaucoup d'hommes ne croient pas au projet, bien sûr. Ensuite, on va arriver dans une phase d'amorçage. Mais lorsque le projet va commencer à prendre beaucoup plus forme, il y a d'autres types de financiers qui vont arriver, comme des fonds de capital d'amorçage, des business angels, des plateformes de crowdfunding et bien sûr des subventions publiques. Et plus le projet va avancer en maturité, on a d'autres acteurs qui vont arriver, tels que les fonds de capital risque, les banques, les microfinances. D'une manière générale, on va toujours dire qu'il y a un problème pour financer l'innovation, il y a un problème pour financer les startups, mais il ne sert à rien, il faut le dire clairement aux jeunes, de penser qu'on est capable d'aller à la rue des banques au plateau, trouver les banques traditionnelles qu'on connaît, avec un projet de startup qui est basé sur un produit nouveau ou un service nouveau qui n'a pas encore été testé sur le marché et espérer que les banques vont financer. Donc, souvent, il faut être très sincère pour dire qu'il nous faut aussi, on veut pouvoir soutenir ces acteurs-là, il nous faut mettre en place, je dirais, un environnement favorable qui permette de faire émerger de nouveaux acteurs qui vont financer ces acteurs-là. Mais il ne faut pas penser qu'on est capable aujourd'hui, avec les banques traditionnelles qui sont là, de financer l'innovation. Bien sûr, les banques traditionnelles financent des entreprises, mais en général, qui sont dans l'économie traditionnelle. Donc, c'est important qu'on réfléchisse à cela. Et donc, suivant le besoin de financement, bien sûr, il faut pouvoir le couvrir dans ce qu'on appelle la vallée de la mort. Souvent, de la phase d'idéation à la phase de croissance, beaucoup d'idées vont mourir. Le défi qu'il faut comprendre ici, c'est que les entreprises qu'on a dans un pays sont le reflet ou sont le résultat d'une série d'actions depuis la phase, je dirais, d'idéation jusqu'à la phase de maturité. Donc, il y a beaucoup d'idées qui vont mourir avant qu'on atteigne la phase d'étude de faisabilité, la phase de création d'entreprise, et même les entreprises qu'on crée, bien sûr, il y a même après création, il y a un taux de mortalité qui est élevé. Ce qui signifie qu'il faut mettre en place des instruments en amont, dans la phase d'idéation, dans la phase d'amorçage, pour pouvoir accompagner le maximum possible de jeunes. Et bien sûr, à ce niveau, les acteurs publics ont un rôle clé à jouer. Écosystème d'innovation toujours, cas de certains pays, les pays de l'Amérique du Nord, ici le cas du Canada, où bien sûr dans l'écosystème d'innovation, on a différents acteurs. Bien sûr qu'on a le gouvernement, on a les programmes gouvernementaux qui sont mis en place. Au niveau des startups, on a des accélérateurs, des incubateurs, des centres universitaires. On a les entreprises qui sont à côté. On a des fonds de recherche, donc tels que le FRQ, le FCI, Génome Québec, Génome Canada, qui sont des structures d'accompagnement et de financement de la recherche universitaire, qui sont des fonds de recherche. En Côte d'Ivoire, bien sûr, à ce niveau, on a le FONSTI,
Mais il faut voir que, bien sûr, ça prend beaucoup d'acteurs. À côté de cela aussi, il y a des fondations qui, sous d'autres territoires, vont financer de l'innovation. Certaines personnes lèguent leurs héritages pour pouvoir soutenir la recherche, pour pouvoir soutenir, je dirais, l'innovation. Et après cela, bien sûr, on a le capital des risques. On a des acteurs du capital des risques, des mentors, des coachs, des grappes industriels. Et après, on a les secteurs financiers qui apparaissent. Donc, voici un peu une cartographie d'acteurs. Et l'objet de cette discussion cet après-midi, c'est qu'au bout du parcours, on se pose la question, en Côte d'Ivoire, par rapport aux ambitions qu'on a, quels sont les instruments qui sont en place et qu'est-ce qu'on devrait faire peut-être pour améliorer l'écosystème innovant, de sorte qu'en Côte d'Ivoire aussi, on puisse bénéficier ou qu'on puisse avoir demain des entreprises qu'on appelle des startups qui vont très loin. Ici, on a représenté ce qu'on appelle les technologies d'avenir ou émergentes. Aujourd'hui, on parle de technologies numériques, on parle d'écosystèmes innovants, mais pour que demain, nos startups puissent avoir les mêmes aptitudes, avoir les mêmes chances que les startups qui sont dans d'autres environnements beaucoup matures, il faut que nous, la recherche universitaire, il faut que nous, de nos centres de recherche, il faut que nous, de notre écosystème, il y a des experts, il y a des centres de recherche, il y a des ressources qui permettent d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Si nous n'en avons pas, si ces technologies ou ces innovations ne sont pas intégrées dans les créations de nos entreprises, oui, on aura la création d'entreprises, mais bien sûr des entreprises traditionnelles. Et si demain on veut que nos entreprises puissent aller compétir au niveau mondial, il va falloir que certains éléments, certaines nouvelles technologies puissent être intégrées. Donc, je sais qu'en ligne, on a bien sûr les membres du conseil scientifique du FONSTI, on a différents chercheurs universitaires et autres. Et je sais que beaucoup de ces sujets sont déjà, je vais dire, enseignés dans nos universités. Il s'agit de travailler ensemble pour voir comment est-ce que ces technologies ou ces matières que nous enseignons dans les centres universitaires, qu'est-ce que ça prend comme disposition pour que nous puissions les mettre à disposition des entrepreneurs et que ces apps puissent être intégrés. Ici, on parle d'info nuagique, on parle de chaînes de blocs qu'on appelle blockchain, on parle de robotique, on parle d'informatique quantique, on parle d'imagerie médicale, des réseaux électriques intelligents, de microsatellites, de nanosatellites, d'impression 3D, de nanotubes, de carbone, de microgénération. Et je sais que toutes ces terminologies-là sont déjà utilisées dans nos centres de recherche universitaires ici. Mais il s'agit juste de voir vraiment comment est-ce qu'on travaille au-delà de l'enseignement à les rendre accessibles. Je sais que c'est l'une des missions du FONSTI et c'est pour ça que nous sommes présents cet après-midi. Donc, ensemble, il faut qu'on travaille dans l'écosystème à faire sortir ces outils, ces instruments de nos centres de recherche et puis, bien sûr, pouvoir collaborer avec l'écosystème. Ici, on parle du potentiel des technologies qui créent beaucoup plus de valeur. Selon des recherches, telles que vous voyez sur le schéma aujourd'hui, l'Internet mobile jusqu'en 2025 sera un des facteurs majeurs de création de richesses. Donc, la question qui se pose, c'est que cette technologie d'Internet mobile aujourd'hui, comment travaillons-nous ensemble pour que cela soit intégré au maximum possible dans la création de nos startups, dans les entreprises qui sont mises en place? Parce qu'effectivement, nos jeunes vont continuer à créer des entreprises. Mais ici, on parle d'entreprises innovantes. On parle d'entreprises qui intègrent cette technologie-là. Si demain, un jeune part un pressing, il n'y a pas de problème. Il a créé une entreprise, il a créé des emplois, mais il s'agit d'entreprises d'un domaine traditionnel. On n'est pas dans des startups, on n'est pas dans l'innovation. Si demain, quelqu'un décide de créer, je ne sais pas moi, une plateforme sur laquelle vous pouvez aller pour réserver des motos et pour pouvoir vous faire livrer vos repas à domicile, mais peut-être qu'il va mettre à l'intérieur de cette technologie-là des instruments. Donc, il s'agit de voir comment est-ce que ces différents instruments, qu'il s'agit d'automatisation, d'Internet des objets, des technologies informatiques en nuage, de robotique avancée, comment ces éléments-là qui sont d'impression 3D, comment ces technologies sont mises à la disposition des startups du secteur privé afin que cette technologie en fasse des entreprises qui soient compétitives, des entreprises innovantes. C'est ça le débat de cet après-midi. Donc, au niveau du World Economic Forum, le Forum économique mondial à Genève, ce qu'ils disent, c'est quoi? C'est que l'innovation est l'un des facteurs les plus élevés en termes de compétitivité. Parce que si votre économie est basée sur des ressources naturelles, donc vous êtes par exemple lié au climat, vous êtes lié peut-être à la main-d'œuvre, ça c'est les facteurs basiques de compétitivité, tout le monde peut l'avoir. Mais au-delà de cela, bien sûr, il y a d'autres types d'instruments dans votre écosystème, dans votre pays, qui vont contribuer à accélérer le domaine de compétitivité. C'est la taille de votre marché, c'est votre capacité à absorber la technologie, c'est les marchés financiers, c'est l'efficacité du marché du travail. Et au-delà de tous ces aspects-là, bien sûr, un élément important et l'élément qui fait la différence, c'est l'innovation.
vous noterez que tous les pays développés sont des pays où l'innovation est au haut de l'échelle. L'innovation vient avec le développement. À partir de ce moment-là, nous devons nous poser la question par rapport aux ambitions que nous visons, comment faisons-nous en sorte que l'innovation devienne le mot-clé dans tout ce que nous faisons au niveau de la recherche, au niveau de la création d'emplois, et qu'à tout moment, nous soyons prêts à remettre en question comment nous fonctionnons et que l'innovation permet de sophistiquer le modèle d'affaires. Donc ça, c'est vraiment les facteurs de compétitivité selon le World Economic Forum. Et aujourd'hui, c'est la référence mondiale. L'index de compétitivité du WEF est l'index de référence mondiale en matière de mesure de la compétitivité des territoires. Et donc, voici un peu un schéma qui nous permettrait de dresser un portrait d'un écosystème innovant. Donc, au sein du monde de l'enseignement et de la recherche, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on a des établissements universitaires, on a des grandes écoles, on a des écoles publiques. La première question, une des questions qu'il faut regarder, quels sont les centres de recherche, les centres et chaires de recherche dont nous disposons? Ces centres disposent-ils de ressources humaines et financières en continu? Quels sont les niveaux de collaboration entre ces centres-là et l'écosystème? Au niveau des grandes écoles, qu'elles soient privées ou pas, disposons-nous de ressources aujourd'hui? Si je suis un jeune, que je suis aujourd'hui à Korogo, que j'ai des problèmes sur ma production de mangue, par exemple, au niveau de la transformation, est-ce qu'au niveau de l'université à Korogo, est-ce que les ressources sont disponibles pour que automatiquement je puisse contacter un chercheur, je puisse contacter une ressource universitaire pour m'aider à répondre à ma problématique? Parce que le défi, c'est que les PME et les startups n'ont pas toujours les ressources qu'il faut pour pouvoir acheter les services d'un ingénieur en production, par exemple, ou d'un ingénieur de recherche. À partir de ce moment, ils doivent se baser sur des ressources existantes. Et c'est en cela qu'il est important pour nous qu'au niveau des établissements universitaires, on puisse faire en sorte qu'il soit mis en place des dispositifs qui permettent de faciliter l'accès. Ça s'appelle des chèques de subvention qui permettent d'avoir accès à un prix abordable aux ressources universitaires. Au-delà des organes de recherche, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a comme acteurs d'intermédiation. Ça s'appelle les centres d'entrepreneuriat universitaires. Je sais que le nom de l'université d'Abobo à Damé, en tout cas, je sais qu'il y a un centre qui travaille sur cela, mais il est important que ces centres-là vraiment soient renforcés, soient accompagnés. Il y a aussi des bureaux de liaison entreprises-universités. On peut se poser la question aujourd'hui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, combien d'universités ont mis en place ces bureaux de liaison et comment cela fonctionne-t-il? Est-ce qu'il y a-t-il une relation très forte entre ces bureaux de liaison et le secteur privé? Et tout à l'heure, bien sûr, je pense que M. Patrick Beng aura l'occasion d'intervenir sur ces questions-là. Vous avez les centres pour de transfert, vous avez les regroupements sectoriels de recherche industrielle. Sinon, aussi, dans nos universités aujourd'hui, quels sont les regroupements sectoriels aujourd'hui? Dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la chimie, dans le domaine des métaux, dans le domaine d'outils de construction. Comment cela fonctionne aujourd'hui? Est-ce que ces centres sont connus vraiment? Est-ce que ces centres ont les ressources vraiment de faire ressortir, je veux dire, les connaissances qui sont disponibles, les brevets, tout ça, de mettre à disposition les brevets? Donc, ça nous amène à la question des sociétés de valorisation universitaire. Combien y en a-t-il en Côte d'Ivoire? Comment travaillons-nous? Donc, c'est toutes ces questions que nous soulevons lors de cette discussion. Et je pense que le fonds, si d'autres acteurs pourront embarquer et voir un peu en fonction de leur mission, qu'est-ce qu'ils pourront faire à leur niveau. À côté de cela, bien sûr, il y a les anges investisseurs dont on parle avec ces acteurs. Il y a d'autres acteurs de soutien, tels que les grappes industrielles. Les grappes industrielles, c'est un peu type Gothic aujourd'hui, qui est un groupement d'acteurs d'un secteur donné, qui soutiennent aussi l'innovation. Vous avez des incubateurs, des accélérateurs, on en a parlé tantôt, vous avez des laboratoires d'innovation. Donc, c'est tous ces aspects-là vraiment qu'il nous faut analyser dans le cadre de l'analyse de l'écosystème innovant et de nous poser la question, disposons-nous de tous ces instruments-là, disposons-nous de tous ces ingrédients? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, on a mis un schéma d'illustration qui a été fait par Orange Corner, donc qui a cartographié un peu en Côte d'Ivoire il y a 2 ans l'écosystème et qui a fait sortir des éléments importants qui tous affectent la compétitivité des entrepreneurs et qui essaient de voir un peu en Côte d'Ivoire de quoi disposons-nous en termes de ressources. Et bien sûr, ces écosystèmes innovants-là sont en compétition au niveau mondial. Donc, vous avez la référence mondiale, le Startup Genome qui chaque année fait sortir, je dirais, un classement mondial des écosystèmes innovants. Donc, les écosystèmes innovants, bien sûr, ils partent d'un volet activation. Après, ces startups sont capables d'attirer, d'abord, je veux dire, ces écosystèmes vont grandir et après, ils vont attirer
des intelligences à travers le monde. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez par exemple, des pays comme la France ou le Canada ont mis en place des programmes d'immigration basés sur l'installation sur leur territoire des jeunes qui ont des projets d'entreprise. Et lorsque ces jeunes arrivent dans ce territoire-là, bien sûr, eh bien, le pays leur offre un ensemble de, je dirais, de ressources pour leur permettre de grandir. Donc, il s'agit de savoir un peu comment est-ce qu'on fait en sorte que nos écosystèmes soient attractifs et puissent attirer d'autres compétences. Je prends le cas d'Abidjan, dans la sous-région ouest-africaine. Comment est-ce qu'on travaille et faire en sorte que, par exemple, des jeunes qui sont porteurs de projets, que ce soit au Mali, au Burkina ou dans d'autres pays de l'Afrique, puissent dire, moi, je vais m'installer à Abidjan pour faire grandir mon business. Mais parce que quand tu arrives à Abidjan, l'État te prend en charge, il y a des subventions, et dans le aussi, il y a des centres de recherche universitaires qui sont accessibles à différentes données. Et c'est comme ça qu'on construit un écosystème innovant, c'est comme ça qu'on construit un écosystème attractif. Et toujours là, se poser la question, sommes-nous sur la bonne voie? Sinon, qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer le contexte actuel? Et bien sûr, pour tous ceux qui sont dans le domaine de la recherche, il y a des indicateurs qui sont là et qui permettent de voir un peu les capacités d'innovation d'un territoire donné. C'est le nombre de diplômés en sciences, c'est les populations qui ont accompli des études universitaires, c'est des populations où les gens aiment la formation continue, ou même lorsque quelqu'un travaille, il est toujours à la recherche de nouveaux savoirs. C'est le nombre d'emplois dans les secteurs manufacturiers de moyenne et de haute technologie. Et ces emplois dans la haute technologie, c'est les dépenses publiques en recherche et développement, c'est les dépenses des entreprises en recherche et développement, c'est le nombre de brevets, tout ça. Donc, si d'aventure, parmi les participants aujourd'hui, certaines personnes veulent mener des études pour pouvoir mesurer le degré d'innovation de notre territoire, ben, cette étude-là, on peut la faire au niveau national, mais il n'y a rien qui empêche que, au niveau de l'Agence Côte d'Ivoire PME, on a développé cet outil-là, qui nous permettrait, par exemple, sur l'ensemble de nos territoires, de mesurer, par exemple, les degrés d'innovation des différents territoires en Côte d'Ivoire, des différents conseils régionaux. Et c'est important parce que il faut peut-être souvent oser mesurer ces faits-là pour se rendre compte peut-être éventuellement de ce qui manque dans l'écosystème et puis pouvoir les combler. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs ici, et puis tout le monde est invité ici dans le cadre de son travail à voir comment est-ce que nous pouvons aller chercher un meilleur descriptif de nos écosystèmes. Donc, il y a différents indicateurs ici, dont la part du capital risque dans les hautes technologies, le capital risque initial par rapport au PIB, l'accès à Internet dans un pays, les dépenses de TIC par rapport au PIB, c'est tous des indicateurs qui, suivant l'intérêt de l'étude ou suivant les objectifs de l'étude, on est capable d'aller chercher de l'information. En temps, je vais dire vers la dernière section de notre intervention, donc c'est le rôle du secteur public dans l'innovation. Donc, bien sûr, on parle du secteur public, on parlera aussi du secteur privé. On va illustrer simplement par le cas de l'agence Côte d'Ivoire PME, donc j'ai l'honneur de diriger. Donc, l'agence Côte d'Ivoire PME a en charge la mise en œuvre du programme Phoenix. Et l'axe 4 de l'intervention de l'agence Côte d'Ivoire PME concerne l'entrepreneuriat et l'innovation. Et c'est pour cela aussi que vous verrez à l'écran qu'au niveau de la devise de l'agence Côte d'Ivoire PME, lorsque nous avons lancé la structure en 2017, nous avons insisté pour que le mot innovation fasse partie, bien sûr, de l'ADN de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, pour nous, l'innovation est clé, l'innovation est importante. Et c'est pour cela aujourd'hui que l'agence Côte d'Ivoire PME a l'incubateur Dream Factory, qui est situé au niveau de la Riviera Palmeraie. Et donc, nous essayons, nous accompagnons là tout ce qu'il y a comme idée d'innovation. Avec l'appui de la coopération allemande, l'agence Côte d'Ivoire PME aujourd'hui travaille à installer dans la grande région d'Abidjan un cluster de TIC. Donc, un cluster de TIC qui va être une sorte de grappe industrielle qui va pouvoir attirer des compétences et qui va pouvoir favoriser la collaboration, le partenariat et le maillage entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'il s'agisse des multinationales, des startups, des centres de recherche, du secteur privé et du secteur public, et qu'ensemble, on fasse en sorte qu'on puisse faire émerger un secteur numérique fort en Côte d'Ivoire. À côté du cluster de TIC aussi, vous avez aussi un autre outil que nous appelons Campus PME. Campus PME étant bien sûr une plateforme en ligne que l'agence Côte d'Ivoire PME a lancée, je dirais, en novembre-décembre dernier, et bien sûr qui est une classe virtuelle et qui permet aujourd'hui à des entreprises de prendre des formations en ligne dans le contexte de la crise à Covid. Donc, pour éviter les contacts humains, cette plateforme-là en ligne aujourd'hui permet à des PME d'avoir accès à l'information et nous sollicitons l'ensemble des experts en ligne, l'ensemble des intervenants en ligne pour ceux qui ont des ressources à partager, pour ceux qui voudraient diffuser les informations auprès de l'écosystème entrepreneurial. Ben, nous sommes prêts à discuter avec eux pour voir un peu comment est-ce qu'au travers de Campus PME,
je dirais, on peut aider à diffuser l'information, à rendre accessible les informations. Et nous sommes une structure publique, donc il n'y a pas de frais liés à cela en tant que tel, mais l'agence est disposée à discuter partenariat et nous permettre, bien sûr, de rendre accessible le savoir auprès des entrepreneurs, de diffuser l'information dont nous disposons. Et également, il y a le Club M, donc le Club M qui est un réseau de mentors. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, d'écosystème, les mentors jouent un rôle clé. Donc, l'agence Côte d'Ivoire permet de disposer d'un club de mentors, au sein duquel nous avons un club d'honneur. Et donc, l'ensemble de ces acteurs-là, aux côtés de l'agence Côte d'Ivoire PME, travaillent à soutenir les entrepreneurs, travaillent bien sûr à leur apporter toutes les ressources dont ils ont besoin pour que ces entreprises-là puissent grandir et bien sûr créer la valeur pour notre pays. À côté de cela aussi, bien sûr, l'agence Côte d'Ivoire PME, les derniers mois, les dernières années, a continué à faire des activités. On a fait une rencontre qu'on appelait Hello Tomorrow sur l'agriculture 4.0 pour voir un peu comment les drones et tout cela, bien sûr, contribuent à créer des opportunités dans tout ce qui était l'agritech. Et également, on a aussi fait des activités sur le développement des startups, sur la blockchain et différentes activités. Et aujourd'hui, en fonction des programmes dont nous disposons aujourd'hui, on continue aussi de travailler à la transformation digitale des petites et moyennes entreprises au travers de différentes initiatives. Et bien sûr, il y a le partenaire principal de l'organisateur principal de cet atelier qui est le FONSTI, donc bien sûr qui a été créé par l'ordonnance de 2018 et bien sûr qui est destiné au financement des programmes et projets de recherche. Je pensais tout à l'heure, le secrétaire général dans son mot d'ouverture a présenté le FONSTI. Donc le FONSTI aujourd'hui est un instrument essentiel de l'écosystème. Tout à l'heure, vous avez décrit les participants. Donc il faut comprendre que c'est tout cet ensemble-là qui travaille en harmonie. Il n'y a pas un acteur qui est beaucoup plus important que l'autre, mais c'est l'ensemble des acteurs qui doivent travailler ensemble pour faire émerger un secteur innovant. Et l'agence Côte d'Ivoire PME aujourd'hui, de sa mission, joue ce rôle de fédérateur. Et bien sûr, le FONSTI à côté, qui est un instrument de financement avec l'ensemble du personnel ou de tous ceux qui constituent l'équipe du FONSTI sont aussi disponibles pour accompagner l'écosystème et bien sûr aider et faire en sorte que bien sûr les recherches qui sont faites en Côte d'Ivoire puissent être accessibles au niveau au niveau des entreprises et permettre de créer de nouveaux emplois. Lorsqu'on parle de description d'écosystème, donc il y a différentes phases. Vous avez la phase de recherche et développement. Donc d'abord, il y a les programmes de recherche. Au lieu des programmes de recherche, programmes de soutien à la recherche, programmes de soutien à la propriété intellectuelle, on peut se poser la question aujourd'hui en Côte d'Ivoire de combien de programmes de ce type-là disposons-nous. Lorsqu'on quitte la phase de recherche, la phase de développement, on a fini la recherche, on a le soutien à l'intensification technologique, soutien au design industriel, soutien au développement des produits, on a l'éco-conception. On peut aussi se poser la question aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans nos instruments dont nous disposons, combien de programmes disponibles, comment faisons-nous pour pouvoir apporter ces instruments. Il faut qu'on travaille sur cela. Je pense que le FONSTI se situe un peu dans cette zone-là, mais bien sûr, on a besoin de renforcer les capacités des acteurs pour que beaucoup plus de ressources puissent permettre d'aller de l'avant. Mais après la recherche et le développement, il y a une transition avant qu'on tombe dans la phase entreprise, c'est la preuve du concept. Donc, c'est la validation technique. On a fait une recherche, on veut l'envoyer vers les entreprises. Et là, souvent, on a un problème de démonstration technologique. Vous savez, depuis très longtemps, le cacao et d'autres produits en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sous-produits. Nous savons que ces sous-produits existent, mais on n'arrive pas à basculer ces produits-là du domaine de la recherche au domaine des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut accompagner ce que nous appelons des programmes de démonstration technologique. Il faut mettre en place des instruments, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de l'aide financière, que ce soit d'autres initiatives. Il faut travailler vraiment à disposer de types de programmes. Et par la suite, maintenant, lorsqu'on arrive sur le terrain, il faut faire des études de marché, ça a un prix, il faut faire des plans d'affaires, du soutien à l'amorçage. Il faut aussi voir comment est-ce qu'on se situe à ce niveau-là. Et bien sûr, après la phase de démarrage ou l'amorçage, on va dans le démarrage, il faut continuer à soutenir et bien sûr arriver à la phase d'expansion. Ce schéma que je vous présente là, c'est un questionnement, j'invite l'ensemble des participants, l'ensemble des intervenants à se doter de ces outils-là et de se poser toujours la question, oui, nous soutenons l'innovation, oui, il y a des financements, mais à quel niveau nous sommes? Quel est le maillon manquant et qu'est-ce que nous devons faire? Bien sûr, là, nous avons décrit un peu les différentes institutions, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vous avez le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Économie numérique. Au niveau étatique, vous avez le CNRA, le FONSTI, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, Incube Ivoire, US Partner. On est beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs. L'agence Côte d'Ivoire peut bien sûr faire ces acteurs-là. Et on devrait être capable, plus ou moins, de situer chacun de ces acteurs-là dans une des cases et voir un peu quels sont les maillons faibles du système et où nous nous situons et qu'est-ce qu'il faudrait faire.
Mais l'important que tous ces aspects se tiennent parce qu'on part depuis la recherche jusqu'à la productivité, jusqu'à la croissance et autres. Et il est important qu'on voie quels sont les maillons manquants et bien sûr comment travaillons-nous à combler ces vides-là. Et c'est important qu'au niveau du FONSTI, je dis dans la suite des programmes qui seront mis en œuvre, de voir un peu sur quoi mettons-nous l'accent en fonction de la mission du FONSTI, bien sûr, mais voir un peu quelles sont les faiblesses de l'écosystème et qu'est-ce qu'on fait pour renforcer ces écosystèmes. Bien sûr, les objectifs d'affaires qu'on vise au travers de toutes ces interventions, c'est instaurer une société entrepreneuriale et créatrice, c'est appuyer les plans scientifiques, il s'agit de développer des grappes et des partenariats de calibre international, d'assurer la croissance des entreprises, de livrer une concurrence dans un monde numérique, de faciliter la conduite des affaires. Je pense qu'on est tous interpellés par cet exercice-là de cet après-midi, parce qu'il ne faut pas trop se leurrer. Je veux dire, on est dans une compétition mondiale. Aujourd'hui, comme souvent nous on le dit, une entreprise qui est basée à Yopougon, son compétiteur ne vient pas forcément de Koumassi ou de Makori. Son compétiteur souvent vient de la Chine, de Thaïlande, de Singapour. Et comment est-ce qu'on explique le fait que des produits qui viennent de ces territoires-là sont capables, en termes de rapport qualité-prix, de pouvoir battre des produits fabriqués en Côte d'Ivoire? Mais c'est parce qu'il y a un certain nombre de compétitions à créer, il y a du travail à faire pour relever le niveau de productivité des entreprises, la qualité des produits, tout. Mais pour ce faire, comment on le fait? Mais c'est grâce à l'écosystème. Une start-up, souvent, qui a des difficultés dans nos territoires, dans nos écosystèmes ici, si vous le transportez dans un autre terreau beaucoup plus fertile, vous verrez que cette start-up va avoir un autre niveau de croissance. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Évidemment, l'écosystème est un facteur important. Et c'est pour cela, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a les programmes d'immigration de certains pays de l'OCDE qui de plus en plus viennent dans nos pays pour dire, puisque tu as une très belle idée, tu as une très belle entreprise, et comme dans l'écosystème, tu ne disposes pas de ressources humaines, financières, techniques et technologiques pour te développer, on te prend, on te transpose dans un autre pays pour que tu développes ton entreprise. Donc, il s'agit de voir en sorte, on est tous interpellés. Ça, c'est aussi un nouveau type d'immigration. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour se battre aussi contre ce type d'immigration et qu'on puisse retenir nos ressources aussi pour le faire, c'est un combat quotidien entre l'État, le secteur public, je dirais l'État et le secteur privé et tous les acteurs de l'écosystème pour faire en sorte que nous puissions créer les conditions et retenir sur notre territoire des entreprises. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu de la question et que le débat va s'enclencher tout à l'heure. On pourra répondre à des questions. Mais si vous le permettez, il y a M. Patrick Mbeng qui est en ligne, qui est le président du GOTIC, dont le GOTIC est un acteur important de l'écosystème et qui est le groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire et qui est un partenaire principal de l'Alliance Côte d'Ivoire PME pour qu'ensemble, nous puissions travailler à faire de notre pays, d'Abidjan, en tout cas, un écosystème innovant et attractif. Donc, M. Patrick Mbeng va nous partager à quelques 5 minutes sa lecture de cette question-là et nous dire un peu de là où il est en tout cas, quelle est sa lecture je dirais, de l'écosystème innovant en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'il faudrait travailler, quels sont les facteurs de blocage. Je vous remercie. Et, bonjour tout le monde, je suis Patrick Mbeng, président du groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Je suis administrateur au patronat de Côte d'Ivoire, à la CGCI, et administrateur de banque. Je remercie déjà le FONSTI et son conseil d'administration et son président, M. Yaya Sangaré, et Bamba d'avoir associé le GOTIC à cet échange sur les écosystèmes de l'innovation. Et je remercie aussi Bamba pour ce brillant exposé qui a permis de fixer le cadre, les bonnes pratiques et je dirais ce qu'il faut faire en matière d'écosystème de l'innovation. Hier, Bamba m'a demandé d'intervenir en 5 minutes sur le sujet. Je n'aurai pas de présentation, mais je vais vous partager ma vision contextuelle de ce que c'est que l'écosystème de l'innovation en Côte d'Ivoire et les points clés, les points de faiblesse sur lesquels il faut agir pour que la Côte d'Ivoire soit une terre d'innovation, une destination d'entrepreneurs innovants dans plusieurs secteurs d'activité. Déjà, pour revenir sur la présentation que Bamba a faite tout à l'heure, il a insisté sur les briques importantes pour construire un écosystème de l'innovation dans lequel il a souligné l'importance du rôle de l'État. L'État doit être l'impulseur de toute la stratégie de l'innovation
au travers des centres de technologie à mettre en place, au travers des politiques de recherche et de développement. Et on voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà une première réponse avec le FONSI. L'État doit agir sur l'environnement réglementaire pour permettre aux startups de l'innovation, aux acteurs de l'innovation et aux inventeurs de bénéficier d'un environnement juridique favorable. Il y a déjà un premier niveau de réponse avec l'index fiscal, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Certains pays ont mis en place ce qu'on appelle le Startup Act, qui est un ensemble de mesures juridiques, réglementaires, qui permettent à des entreprises de l'innovation de pouvoir bénéficier d'un corridor fiscal pendant tout leur cycle de gestation jusqu'à leur maturité. Et là, je pense que c'est un point de faiblesse de notre écosystème qu'il faut mettre en œuvre. On a parlé aussi de système d'incitation et de soutien. À ce niveau, on a vu avec la politique du FONSI qu'il y a déjà une réponse factuelle à des problématiques, mais il faut aller plus loin dans le soutien. Un des vrais problèmes, c'est la capacité à nos acteurs de l'innovation, à nos inventeurs et à nos acteurs de l'innovation à pouvoir mobiliser, au-delà de la love money, comme on a vu tout à l'heure, des moyens pour soutenir leur projet de création. Autre pavé important qui a été mis en place, c'est tout le système de formation, technologique, notamment les écoles, les universités, les instituts de formation technologique. Il faut absolument que ces instituts soient alignés avec les problématiques des entreprises et les problématiques du terrain. Et c'est pour ça que des acteurs comme le GOTIC ont pris la responsabilité avec un certain nombre d'écoles comme les ATI, comme l'INPHB, comme l'école multinationale de la Poste, de s'inscrire dans l'élaboration des syllabus à la fois sur les technologies douces, c'est-à-dire les technologies de base, comme les nouvelles technologies qui arrivent pour permettre à ces produits de ces écoles d'être, je dirais, connectés sur ce qui se fait sur le terrain par rapport aux besoins d'entreprise et d'avoir une vision court, moyen, long terme des nouvelles technologies qui doivent pouvoir s'approprier pour être des acteurs non seulement dans nos entreprises, mais des chercheurs, des inventeurs et des créateurs. Il y a le système financier. Pour avoir un écosystème d'innovation structuré, durable, il faut que le système financier soit complet. Il faut assurer une complétude de ce système financier. Et quand on regarde nos systèmes financiers locaux, il y a un trou dans la raquette parce qu'on a à peine mis en place des venture capital. Les business angels, on est en train de monter en compétences et en maturité sur le réseau des business angels. Les fonds d'investissement qui investissent en Côte d'Ivoire, à part Comway, investissent avec des tickets trop élevés par rapport aux besoins de nos inventeurs, de nos créateurs. Donc, il y a une problématique de, comme on dit, de downsizing, c'est-à-dire de baisser les tickets d'entrée pour pouvoir adresser les projets de nos jeunes ou bien de moins jeunes, de nos créateurs qui ne sont pas obligatoirement en phase avec les tickets normatifs de ces fonds d'investissement. Et puis, bon, il y a des partenaires techniques et financiers qui sont là, qui sont présents avec de vrais projets qu'il faut pouvoir adresser. Et des outils comme les crowdfunding, qui sont des plateformes de collecte de ressources, de moyens, pour permettre à des jeunes créateurs de bénéficier des moyens pour avancer. Donc, il y a vraiment à ce niveau, au niveau de l'écosystème financier de l'innovation, des trous de la raquette qu'il faut combler. Ensuite, le secteur privé et les associations doivent jouer un rôle fondamental. Tout à l'heure, Bomba l'a montré dans la complétude des acteurs qu'il faut avoir pour avoir un écosystème de l'innovation qui respire, qui produit et qui délivre. Notamment, les entreprises et les PME et les grandes entreprises doivent être câblées avec nos inventeurs, nos créateurs pour être à mesure de faire des ruptures dans leur chaîne de valeur et de proposer des solutions innovantes. Il faut que les fêtières professionnelles comme le GOTIC et d'autres, l'UNETEL et j'en passe, nous, dans le secteur des TIC, nous soyons
non seulement des acteurs clés qui accompagnent cet écosystème créatif de jeunes entrepreneurs et inventeurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre dans notre organisation. Et les clusters numériques mis en place, ou bien les clusters même mis en place, notamment les incubateurs, les accélérateurs, les espaces de coworking, doivent être mieux outillés, faire des sauts de maturité, parce qu'il y en a certainement, il y en a certainement sur la Côte d'Ivoire, mais qui nécessitent d'être mieux outillés, mieux articulés, et surtout avoir de l'agilité dans la gestion et sortir de la bureaucratie de l'innovation, parce que certaines structures ont mis l'accent plus sur la bureaucratie de l'innovation que l'adressage des problématiques des innovateurs. Donc, il faut plus d'agilité, plus de souplesse et un ADN d'opérateurs économiques pour piloter ces plateformes pour être à mesure de produire des résultats, je dirais, palpables dans le temps. Et quand on a tout ça, quand on peut mettre en place tous ces environnements, là, tous ces éléments, je pense qu'on aura une vitalité d'un écosystème de l'innovation en Côte d'Ivoire qui va opérer. Quand je regarde aujourd'hui les statistiques sur le Global Innovation Index, et surtout en Afrique, dans le top 10 des pays, la Côte d'Ivoire n'est pas représentée. On a toujours l'île Maurice, le Rwanda, le Nigeria, l'Afrique du Sud et des pays comme les pays du Maghreb. Pourquoi? Parce que ces pays ont su articuler à la fois leur politique d'innovation qui elle-même est en phase avec les plans nationaux de développement, des agences qui pilotent l'innovation, les systèmes de formation en phase avec les besoins à court, moyen et long terme des ressources humaines nécessaires pour changer la trajectoire de développement de filières, la mobilisation excessive et je dirais de financement pour accompagner ces processus de l'innovation et avec des relations de sous-traitance, de co-traitance entre les entreprises instituées, les startups, les inventeurs, pour que l'accès au marché soit dynamisé et que l'inventeur se retrouve avec des opportunités de business une fois qu'il termine son cycle, ou bien la jeune start-up puisse être en réseau de sous-traitance, dans des bourses de sous-traitance avec les opérateurs. Donc, il y a tout ça à articuler et c'est un peu le rôle des organisations comme la CPME, le GOTIC, et c'est un peu le sens du partenariat que nous avons noué avec la CPME hier pour permettre de mettre en place un écosystème de l'innovation, je dirais, avec son bon niveau de complétude et qui adresse les vrais enjeux de nos jeunes talentueux créateurs. Et je terminerai en disant qu'il faut une culture de l'innovation au niveau national. En Côte d'Ivoire, on adore, on adule les chanteurs de coupé décalé, on adule les sportifs internationaux, mais quid des inventeurs, quid de l'innovation? Il est important que cette culture de l'innovation soit portée au sommet parce que la rupture, l'émergence et le développement de la Côte d'Ivoire va se faire par nos créateurs, nos inventeurs, nos startups et nos opérateurs économiques. Et c'est l'hymne à l'invention, à l'innovation que je donne dans cet échange. Et je serai prêt à répondre à des questions plus précises dans le déroulé de nos échanges. Voilà, en 5 minutes, de façon ramassée, mais mon analyse de la situation. Donc voilà, je vous remercie. OK. Merci bien, M. Patrick Beng. Donc, nous allons en tout cas donner la parole au Dr Sangaré pour en tout cas la suite de la modération de l'atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci DG Bamba. Alors, comme l'a dit M. Beng, vraiment l'exposé, c'était un exposé très brillant et enrichissant. Merci également à M. Meng pour sa contribution. Alors, l'invitation, là je m'adresse à M. Meng, l'invitation que le DG Bamba vous a adressée et votre réponse favorable nous réjouit énormément. Parce que c'est ce que nous voulons au niveau du FONSTI. Qu'est-ce que nous voulons au FONSTI? C'est conjuguer les talents
et les expertises pour faire avancer notre pays sur des points clés. Voilà. Au-delà donc des professions du foie des uns et des autres depuis des décennies, nous souhaitons que le GOTI, Côte d'Ivoire PME, le FONSTI et d'autres acteurs clés fassent bouger un peu les lignes. Voilà, parce que nous savons tous que l'ambition donc affichée par nos dirigeants est claire, hein, c'est-à-dire c'est de faire de notre pays un pays émergent donc à moyen terme. Nous adhérons à cette vision, mais entre la vision et la concrétisation de cette vision, il y a des grandes choses à faire. Et nous savons que Singapour n'a ni café ni cacao à exporter. Voilà. Et donc, peut-être qu'il faut changer les paradigmes. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus que, bon, il faut mettre l'accent sur la matière grise, il faut mettre l'accent sur le savoir, il faut mettre l'accent sur l'innovation. Voilà. Et comme l'a dit M. Bamba, voilà, je pense que toutes nos structures ont été mises en place pour aider donc le gouvernement à traduire en actes concrets cette vision affichée donc par voilà, le président de la République. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous remercier parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et je sais que les participants aussi, voilà, donc, apprécié parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, concrètement, ce que nous allons faire, je vais laisser la parole à Mme Yasmina Touré pour poser quelques questions qu'elle aura relevées. Mais je pense que ce serait bien aussi, je vais demander, et puis à nos techniciens, si on peut laisser donc la parole aussi, on peut donner la parole à certains participants pour poser directement des questions à nos deux brillants conférenciers, que je vous demande d'applaudir. Mais comme nous sommes en virtuel, applaudissez quand même. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Yasmina. Oui, monsieur, je suis présente. Voilà, donc, tu as la parole. Parfait. Donc, je voulais remercier donc, tous nos participants pour toutes les questions qu'ils nous ont adressées. Je vais donc sélectionner quelques-unes des questions que nous avons reçues. Nous avons reçu une question de monsieur Aboubakar Sidiki Bamba, qui nous demande « Est-ce que les technologies donc précédemment mentionnées sont réellement intégrées dans les universités ?» Et je pense que… Donc, voilà, il parle donc des universités en Côte d'Ivoire. Hein. Exactement. Voilà. Merci. Est-ce que on répond après chaque question ou on va par groupe de questions? Oui, je pense qu'on va répondre progressivement à chaque question. D'accord. OK. Bon, je veux dire, je suis certain que dans nos universités en Côte d'Ivoire, l'ensemble des instruments, des technologies qui ont été mentionnés sont enseignés parce qu'effectivement, dans le corps enseignant aujourd'hui, on a bien sûr nos experts qui sont formés en Côte d'Ivoire, mais on a aussi beaucoup de personnes de la diaspora dans nos universités qui viennent où il y a beaucoup d'échanges dans les universités. Donc, pour moi, le plus gros défi n'est pas que ces technologies soient enseignées dans les universités. La question, c'est est-ce qu'on a des ressources pour permettre l'application de ces technologies-là au sein des entreprises et aujourd'hui, comment fonctionne l'écosystème de l'innovation, les échanges entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Ça, c'est un autre niveau de débat. Si c'est l'enseignement, je suis certain que les compétences sont là, tout cela. Mais le plus gros défi aujourd'hui, c'est la disponibilité de ressources ou de centres de recherche ou d'instruments qui permettent bien sûr d'appliquer ces technologies-là, de le faire parce que dans le monde du secteur privé. Et je n'ai pas de doute que parmi les membres du conseil scientifique qui sont en ligne ou d'autres intervenants, certains d'entre eux tantôt peut-être pourront prendre la parole et compléter ces éléments-là et nous dire bien sûr sur la base de leurs expériences comment cela fonctionne-t-il et puis quelles sont les difficultés qu'il y a bien sûr à rendre accessible cette technologie-là au monde du secteur privé. Donc, certainement que dans les discussions à venir, les participants pourront compléter mon intervention. Je vous remercie. Je peux compléter la réponse de DG Bomba. Il faut savoir que ces technologies sont disponibles sur nos plateformes, qu'elles soient des terminaux mobiles, des tablettes, des serveurs, et avec derrière
un vrai souci de connectivité qu'il faut mettre en place dans nos institutions de formation publiques. Parce que quand je regarde du côté du privé, les ATIC, du moins ces grandes écoles, toutes ces technologies sont disponibles et en live dans leur lab interne. Donc, du côté de l'université, je pense qu'il y a un effort de connectivité à faire pour pouvoir accéder à ces ressources en ligne. Et donc, ça pose toute la problématique de l'interconnectivité de notre système éducatif, parce que c'est, de mon point de vue, un des maillons faibles sur lesquels il faut renforcer pour que l'université puisse accéder à ces ressources technologiques, à côté de ce que Bamba a dit tout à l'heure, tous ces centres technologiques qu'on doit mettre en place pour, je dirais, faire émerger de l'innovation dans certaines filières métiers, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, etc. Donc, moi, je pense qu'un des facteurs limitants de l'accès à ces technologies, c'est le niveau de connectivité de nos universités. Je vous remercie, M. Beng, pour votre intervention. Alors, je pense qu'on va procéder à la lecture de la deuxième question que nous avons reçue donc de Mme Coco Rose, qui demande quelles sont les formations existantes qui permettent l'accompagnement de l'inventeur du point de vue de l'entrepreneuriat. OK. Bon, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de thématique limitée. Ce qu'il faut savoir, c'est bien sûr l'infrastructure. Donc, l'inventeur qui a une idée ou le porteur d'idée qui a une idée, l'idée peut d'abord venir soit de la recherche de développement ou en tout cas une idée spontanée de la part d'un créateur d'entreprise. Le plus important, c'est que ces idées-là doivent basculer dans ce qu'on appelle d'abord une phase de pré-incubation où l'idée de projet est accompagnée vers une certaine maturation avant d'arriver à un projet qui lui sera rédigé et qui va atterrir en étude de faisabilité pour qu'on ait un projet par la suite. Donc, on passe d'une phase d'idéation, ou en tout cas qui passe dans la phase de pré-incubation. On arrive à l'incubation où, bien sûr, certaines idées vont mourir. Et celles qui vont être retenues, les idées de projet qui vont être retenues, vont être accompagnées, vont être nourries, vont être soutenues par des experts de différents niveaux, que ce soit en informatique, que ce soit en sciences, que ce soit en production, en marketing, différents instruments qui sont apportés, différents soutiens qui sont apportés au porteur de projet pour l'aider à faire atterrir son projet jusqu'à ce qu'on ait un prototype. Et bien sûr, lorsque le produit rentre dans sa phase de commercialisation, on va en phase d'accélération. Le plus important, c'est que, comme vous le voyez, on l'a dit tantôt, le secteur privé ou les sources de financement, lorsqu'on a la phase d'idéation, c'est encore très difficile. Le secteur privé ne va pas beaucoup embarquer. Et c'est à ce niveau peut-être aussi, pour revenir un peu au fond à d'autres instruments, il s'agit de voir un peu où nous nous situons lorsque nous voulons soutenir l'émergence d'entreprises innovantes. Ce bout-là, bien sûr, le tas doit être beaucoup plus présent parce que le secteur privé n'est pas vraiment beaucoup disponible ou n'a pas beaucoup de ressources, peut-être en tout cas, ne prendra pas le risque d'aller investir dans des idées qui ne sont pas trop concrètes. D'où l'intérêt pour l'État de pouvoir soutenir cette phase de pré-incubation qui elle-même déjà va commencer dans les milieux universitaires ou souvent dans les écoles, au travers des spin-offs, des projets d'école, des projets de recherche, tout. Et c'est ces idées-là qu'il faut venir tester jusqu'à aller vers le marché. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de formation spécifique limitée avec une liste de cours qu'il faut pour l'entrepreneur. Il y a différents types de cours qui sont apportés à l'entrepreneur, que ce soit des cours qui portent sur l'entrepreneur lui-même en tant que personne morale. Il faut l'accompagner et renforcer ses capacités, son comportement, que sur le produit ou l'entreprise elle-même. Donc, c'est vraiment par étapes. Mais le plus important, c'est de voir est-ce qu'en Côte d'Ivoire, l'écosystème qu'on a, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a comme initiative d'incubation en Côte d'Ivoire, est-ce que dans la phase de pré-incubation et d'incubation, on a cette initiative? Je dirais non, parce que c'est la partie où le secteur privé va être beaucoup présent et peut-être c'est la partie où nous devons peut-être beaucoup plus investir et c'est là peut-être qu'on essaie de se positionner aujourd'hui en tant qu'agence ou en tant que foncier et autres, mais il faut peut-être beaucoup plus de ressources si cela est possible bien sûr pour pouvoir accompagner cette phase-là et c'est notre objet aussi, notre objectif en tant que structure publique, c'est le plaidoyer que nous faisons au quotidien auprès de nos autorités bien sûr et je veux dire aujourd'hui il y a Dream Factory qui existe dans ce sens. Merci. Je vous remercie. Yasmina? Oui, monsieur. Yasmina, oui, excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question, je vais la poser rapidement avant de te laisser la parole. Il y a monsieur Mahmoud Ateb, il pose la question, où en est-on avec le projet de loi relatif aux startups? Est-ce que...
Bon, c'est une bonne question, hein. Je pense que en 2000, fin 2019, en tout cas, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'échanges sur la question de loi de Startup Act. Je pense que le projet a circulé au niveau en tout cas, de différentes administrations. Il a été avancé. Donc, il est vraiment sur la table des décideurs. Je pense que c'est un élément important pour passer à la prochaine étape. Et je n'ai pas de doute que très bientôt, une décision sera prise. Mais les consultations ont eu lieu, il y a eu beaucoup d'échanges. Il reste à le finaliser. Mais comme je l'ai dit, les startups, c'est pas, je veux dire, ça va toutes les entreprises. Donc, il n'y aura pas, je veux dire, une loi spéciale pour les startups qui va résoudre tous les problèmes. Les startups, c'est une phase de PME. Donc, déjà, on a une loi sur les PME aussi qui est là. Et il y a beaucoup de défis aussi que les PME rencontrent. Donc, le Startup Act n'est pas la solution magique. Ce n'est pas parce que vous avez un Startup Act, ça veut dire que tous les problèmes du pays sont résolus. Il s'agit de voir un peu, les startups, c'est une petite entreprise, c'est la question d'accès au marché, d'accès au financement. Il y a bien sûr une spécificité liée à la structure elle-même. C'est un élément important, mais il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, les textes de loi ne résolvent pas toujours les problèmes de nos écosystèmes. Donc, je sais qu'on est beaucoup interpellé souvent sur la question du Startup Act. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est en cours. Mais avant que ce processus n'aboutisse, déjà travaillons aussi déjà à renforcer les capacités des structures qui existent déjà. Et le Startup Act en lui-même n'est pas, je veux dire, c'est pas une clé magique. C'est notre opinion là-dessus. Merci. DG, je pense que tu as raison d'insister sur le fait qu'il n'y a pas d'effet magique de la loi sur les startups. Mais il est clair que quand on regarde l'ensemble des pays qui ont fait des percées en matière d'innovation et surtout dans le numérique, c'était accompagné par leur Startup Act qui n'agissent pas uniquement que sur le legacy juridique, mais qui agissent aussi sur les structures, les agences et les institutions qui sont censées accompagner ces startups. Donc, il y a déjà, comme tu as si bien dit, la loi d'orientation pour les PME qui adresse déjà quelques problématiques des startups, sinon beaucoup de problématiques des startups. Mais il est important vraiment d'aboutir une fois pour toutes à la mise en place de ce Startup Act. C'est une recommandation même de Smart Africa et la Tunisie qui a été un des premiers pays à mettre en place en Afrique le Startup Act est classé dans le top 10 des pays innovateurs en Afrique. C'est pour dire quels sont les mécanismes concrets qui ont été mis en place pour aider le jeune entrepreneur pour avoir un statut d'entreprise innovante pour, je dirais, soutenir massivement avec leur écosystème financier, ces acteurs. Moi, je pense qu'il y a urgence sur le sujet et vraiment, il faut le conclure, quoi. Merci. Yasmine. Oui, monsieur. Voilà, encore une fois, tu vas me permettre de poser une question. Alors, il y a quand même un de nos maîtres, donc un professeur d'université, le professeur Andy Yapi. Donc, il pose une question en écoutant les conférenciers. Alors, je lis la question. Voilà. En écoutant les conférenciers, on constate que la responsabilité de l'État est très importante dans le cadre de l'impulsion et le développement de cet écosystème d'innovation. Alors, le professeur pose la question suivante. Ne serait-il pas plus pertinent de faire en sorte que cette question soit portée par le secteur privé? Voilà la question du professeur Andy. OK. Bon, ce qu'on peut mentionner là-dessus, hein, c'est que tous les pays, que ce soit l'Israël, que ce soit les États-Unis, les pays de l'OCDE, il n'y a pas de… Tous les pays où la question de l'innovation et la question de la recherche de l'innovation des écosystèmes très forts ont été mis en place, même la Silicon Valley. C'est parce que derrière les politiques publiques très fortes, c'est parce que derrière, il y a un État qui a mis en place ces instruments. Donc, notre conception, c'est que oui, le secteur privé est important, mais le secteur privé seul ne peut pas se réguler. Donc, l'État a un rôle régalien, a un rôle de moteur. Ce n'est pas que l'État vient se substituer au secteur privé, mais tous les pays où les choses ont fonctionné, tantôt on parlait de Startup Act qui est un instrument à mettre en place, c'est du rôle de l'État. Il n'y a aucun acteur du secteur privé qui peut prendre un Startup Act. Donc, oui, le privé doit être mis de l'avant,
Mais dans tous les pays de l'OCDE ou les pays, en tout cas, où ça prend, la question prend, ben, il y a bien la question de fiscalité, par exemple. Dans tous ces pays-là, par exemple, il y a une fiscalité qui va soutenir les chercheurs, qui va soutenir la recherche, qui va soutenir l'innovation. Lorsqu'on prend un Startup Act, le statut des jeunes start-upers, les jeunes entreprises, qui va le faire? Dans nos pays, il y a des autorités de régulation qui, forcément, qu'on le veuille ou pas, de par leur action quotidienne, peuvent interférer sur la vie de ces entreprises-là. Donc, avec le professeur, effectivement, nous convenons effectivement que le secteur privé doit jouer tout son rôle, mais autour de tout cela, il faut un État fort, il faut un État qui donne le go et bien sûr qui assure une certaine coordination. Et je pense que c'est dans cette logique-là que nous intervenons aujourd'hui. L'agence Côte d'Ivoire PME aujourd'hui est une agence qui a été créée, ça fait bientôt 3 ans, avec pour objectif de soutenir le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire, en particulier les petites et moyennes entreprises. Et l'axe 4 du programme FENIS qui a été adopté par l'État de Côte d'Ivoire en 2015 stipule en ce moment 4 que l'agence Côte d'Ivoire peut soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, bien sûr, à ce titre-là, l'agence n'est pas appelée à se substituer au secteur privé, mais l'agence est appelée à soutenir le secteur privé, à assurer une certaine coordination, parce que le secteur privé, il y a différents acteurs, mais comme dans tout écosystème, dans tout environnement, il faut un chef d'orchestre, il faut une organisation, et bien sûr, il faut aussi des structures qui jouent le relais entre le secteur privé et les décideurs et les institutions telles que les parlements, les sénats pour prendre des textes de loi ou les cabinets ministériels ou des institutions telles que la primature, la présidence. Et à ce niveau, bien sûr, le secteur privé a toute sa place à jouer. Merci. Je suis tout à fait en phase avec l'intervention du DG Bamba. Et ce qu'il y a de formidable dans une agence d'exécution comme l'agence Côte d'Ivoire PME, on sent une ADN du secteur privé. On n'a pas besoin je dirais, d'aide du secteur privé, mais l'ADN y est, les objectifs, le pilotage, la gouvernance. Et je pense que ce type d'agence peut être un facteur clé et doit être un facteur clé de réussite de l'innovation et de l'émergence des PME. Et le rôle du secteur privé, le rôle de l'État, c'est impulser, c'est mettre en place des agences qui ont cet ADN. Et puis le secteur privé vient en accompagnement, en cofinancement, en co-construction des stratégies. Mais le secteur privé ne peut pas porter seul cet enjeu compte tenu de la taille des investissements qu'il faut opérer. Et puis, bon, in fine, le secteur privé est là pour faire du profit. C'est clair. Donc, elle va investir sur des plateformes qui leur permettent de faire du profit, alors qu'il y a d'autres plateformes qui sont sociétales sur lesquelles il faut investir. Et là, le rôle de l'État est important. Et le DG Bamba a bien souligné le rôle des régulateurs dans cette affaire, parce que c'est à eux aussi de savoir faire la part des choses et de mettre en place des dispositions de régulation des secteurs d'activité qui permettent une coexistence durable entre un secteur privé qui prospère et le secteur public par rapport à des exigences de cahier des charges, etc. Donc, pour moi, le secteur privé doit jouer sa partition, mais c'est le rôle de l'État d'impulser. Et comme Bamba l'a dit tout à l'heure, toutes les grandes nations technologiques ont été impulsées par les secteurs publics via la parafiscalité, via des fonds de soutien et de garantie qu'ils ont mis en place pour soutenir l'activité du secteur privé. Quoi. Voilà. Okay. Okay. Merci, M. Beng. Merci, M. Bamba. Voilà, Yasmine, tu continues. J'ai encore beaucoup de questions, mais je te laisse parce que c'est toi la patronne, là. La patronne des questions. Vas-y. C'est parfait. Là, nous avons une question, je pense, destinée au fonds Steve. Alors, c'est M. Césardo Espoir qui demande comment bénéficier de l'appui du fonds STI. Alors, il a une plateforme de promotion et valorisation des travaux de recherche en Côte d'Ivoire. Il souhaiterait savoir comment il pourrait bénéficier de l'appui du fonds. Oui, bon, Yasmine, alors tu diras à notre ami alors que nous allons répondre plus tard à sa question, n'est-ce pas? Mais pour le moment, je souhaiterais quand même qu'on a la chance de bénéficier de la présence de 2 experts de très haut niveau sur les questions, la problématique de l'écosystème d'innovation. Je souhaiterais qu'on mette l'accent là-dessus. Alors, Yasmine, tu me permettras, je vais poser une question qui est un peu longue, hein, mais je pense que voilà.
la préoccupation adressée à M. Bamba et à M. Meng. Alors, il dit que M. Bamba a présenté 10 technologies d'intérêt pour une innovation. Alors, mais que ces technologies, contrairement à ce que nous avons dit jusqu'à présent, il dit que c'est un universitaire qui dit que ces technologies sont totalement hors de portée actuellement dans nos universités. Alors, ensuite, il déplore qu'il n'y ait pas de partenariat entre le public et le privé dans le système national de recherche en Côte d'Ivoire. Voilà. Et il termine en disant que l'une de nos difficultés dans les universités est l'absence de laboratoires et encore moins d'équipements. Alors, comment pourrait-on adresser les besoins des populations si le dispositif minimum de recherche n'existe même pas? Voilà. OK. On va répondre? Oui, s'il vous plaît. C'est un enseignant, maître de conférence, Kwasi Élysée de l'Université d'Aloha. OK. Merci, en tout cas, merci à Dr. Sangaré. Également, merci en tout cas, maître de conférence, M. Kwasi. Je pense que c'est important, effectivement, qu'à ce niveau de responsabilité, on soit capable de dresser un portrait réel de la situation. Je pense que c'est ce qu'il fait. Et pense que c'est le début de la solution. Donc, ce qu'il mentionne, effectivement, oui, les technologies sont connues et c'est ce que tantôt j'ai mentionné. On nous avait demandé, est-ce que ces technologies, en tout cas, je dis, ce que j'ai mentionné, c'est qu'effectivement, on a l'expertise, on a les enseignants qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges interuniversitaires, donc ces technologies sont connues par nos enseignants. Et le plus gros défi, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire atterrir ces technologies-là sur le terrain, comment on fait pour les rendre accessibles, et d'où tout l'intérêt de structures telles que l'Agence Côte d'Ivoire, PME, telles que le FONSTI et autres. Moi, je pense que, en tout cas, avec l'appui des différents participants, peut-être aussi au niveau de la production intellectuelle, au niveau des échanges, il faut peut-être aussi qu'il y ait beaucoup plus de plaidoyer. C'est-à-dire que si des structures telles que le FONSTI ou l'agence ou d'autres partenaires peuvent produire beaucoup plus, parce que dans l'actualité, le mot innovation n'apparaît pratiquement pas dans notre quotidien. On parle de recherche scientifique parfois et autres, mais il n'y a pas de plateau, il n'y a pas d'opportunité pour faire comprendre que quand on parle de pays émergents, on parle de compétitivité aussi, mais ça parle de la capacité des entreprises à se renouveler, ça parle de la capacité à créer de la richesse. Et que je pense que plus on est capable d'envoyer ce débat dans l'espace public, que ce soit le FONSTI au travers du ministère de l'enseignement supérieur ou l'Agence Côte d'Ivoire PME au travers du ministère de la promotion des PME ou en tout cas de tous les acteurs qui sont en ligne, je pense que c'est important que cette question revienne parce qu'en ligne, je vois beaucoup de questions d'entrepreneurs qui ont des initiatives et bien sûr qui se heurtent à des difficultés. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes créés en tant qu'agence, en tant que structure telle que le FONSTI. Il s'agit de produire des notes de briefing, il s'agit d'informer les autorités. Et je pense que plus on est capable de créer des espaces d'échange, des espaces de communication, on va pouvoir en faire une réalité. Et bien sûr aussi stimuler la collaboration avec déjà, je dirais, le secteur privé. Je comprends que certaines technologies ne sont pas accessibles au monde universitaire. Moi, je suis de formation agronome, agroéconomiste, et lorsque j'étais formé à Yamoussoukro, déjà sur les bancs, on nous apprenait qu'on pouvait faire du vinaigre avec du cacao, on fait du savon et des produits issus du palmier à huile, mais aujourd'hui, on est en 2021, peut-être qu'il y a encore beaucoup de recherches qui sont encore à l'extérieur. Et là, ce n'est pas forcément des problèmes de technologies inaccessibles. C'est notre capacité en tant qu'écosystème à pouvoir favoriser la collaboration et à pouvoir mettre en place ce qu'on souvent appelé comme des conciergeries. Aujourd'hui, si un jeune est à Abidjan, qu'il veut lancer un produit, par exemple, comme faire du yaourt, je sais pas moi, un produit agroalimentaire, on est dans un pays dont l'économie repose en grande partie sur l'agroalimentaire. Le jeune, il se dirige où? Lorsqu'il arrive à l'entrée du centre universitaire à Boba Diamé ou à Cocody, il va taper à quelle porte? Est-ce qu'aujourd'hui, les centres de liaison université-entreprise existent? Pour faire cela, je ne pense pas forcément qu'on ait beaucoup de ressources en tant que tel. On a besoin d'un employé au sein d'une structure universitaire qui déjà dispose d'un catalogue d'informations, d'un répertoire et autres. Le plus gros défi parfois, c'est que le jeune qui vient pour acheter la technologie ou qui a besoin de l'appui d'un chercheur, on n'a pas d'instrument pour peut-être subventionner le coût de l'intervention. Parce que le jeune a besoin d'une idée d'entreprise. Mais pour transformer son idée d'entreprise en prototype réel, il a besoin de beaucoup d'expertise. Le jeune n'est pas censé avoir toutes les casquettes de chercheur, d'informaticien, de physicien, de chimiste. Il a quelques aptitudes peut-être. Mais autour du jeune, il y a un certain nombre de services qu'il faut mettre en place. Le plus gros défi pour nous, et je pense que
le FONSI réfléchit sur son plan stratégique, c'est de réfléchir pour voir, mais est-ce que c'est possible de mettre en place des chèques, des subventions qui font par exemple que ben, si le coût d'accès au service d'un enseignant-chercheur est de tel montant, comment est-ce que des gens de programme peuvent permettre à des jeunes entrepreneurs, lorsqu'ils sont dans un centre de recherche universitaire et qu'ils ont besoin de faire de tester des produits dans des laboratoires et autres, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ce service-là, mais à un coût moindre peut-être. Et moi, je pense que c'est le genre de programme aussi qu'il faut qu'on mette sur la table, qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'il faut qu'on structure pour permettre cet échange-là entre le monde universitaire et bien sûr le monde de l'entreprise. Même déjà rendre accessible l'information, je ne sais pas si ça existe, mais aujourd'hui les catalogues de brevets ou de recherche qui sont disponibles dans le monde universitaire, est-ce qu'ils sont connus de l'ensemble de l'écosystème? Je pense que aussi, une fois là aussi, que ce soit l'Agence Côte d'Ivoire PME ou le FONSI ou d'autres acteurs, on a toute notre place aujourd'hui avec les sites Internet et autres, on est capable de rendre accessible l'information pour dire aux jeunes, ben, tu veux lancer tel type d'entreprise, mais voici déjà les compétences qui sont disponibles aujourd'hui dans différents centres universitaires en Côte d'Ivoire. Quels sont les positionnements stratégiques de chacune de ces universités? Alors, en tout cas, peut-être que c'est connu, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup connu par l'écosystème du secteur privé. Le GOTIC est devenu le secteur privé aujourd'hui. Le GOTIC veut travailler sur différentes technologies aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un répertoire, est-ce qu'on a une bonne indication, une bonne connaissance pour le secteur privé des compétences disponibles dans le monde universitaire? Et pour ce genre de collaboration, déjà, je pense que oui, les ressources financières sont importantes, mais peut-être qu'ensemble, on peut trouver des plateformes d'information qui permettent de pouvoir diriger des entrepreneurs vers ces personnes-là, vers ces ressources qui sont déjà dans l'écosystème. Merci. Okay. Donc, je prends le point. C'est vrai que nous, au niveau du GOTIC, on a orienté nos partenariats, nos collaborations avec les grandes écoles. On devrait mieux orienter aussi nos partenariats avec les universités parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, la question du professeur tout à l'heure est importante parce que tout dépend de la profondeur des plateaux techniques dans nos universités. Tout à l'heure, j'ai parlé d'infrastructures de connectivité. Vous savez, des machines puissantes en calcul, on peut les faire en consommation sur le cloud pour donner quelques indications. Donc, il y a des infrastructures qui peuvent être utilisées comme des services sans avoir en interne, en local, des machines hyper puissantes. Donc, il y a un vrai travail de reconfiguration des plateaux techniques par rapport aux ambitions de nos universités dans ce domaine. Et ça, c'est avec l'État, avec les structures genre l'ANSUT aussi qui travaille sur le service universel, parce que pour moi, ça relève du service universel d'équiper des universités de toute l'infrastructure technologique nécessaire pour opérer, pour travailler. Et puis, sur les formations, il y a des MOOC, il y a du moins des outils de formation en ligne qui permettent d'accéder à des savoirs, à des compétences. Donc, il y a tout un travail qu'il faut qu'on élabore ensemble. Et je prends ma responsabilité du GOTIC de dire que maintenant, on va aller voir nos universités pour comprendre leurs besoins, pour essayer de trouver des modèles d'équipement en négociation avec les acteurs publics qui supportent ces organisations, parce qu'on a possibilité de mettre en place de l'infrastructure nuagique, du moins des data centers, des outils qui permettent de mutualiser l'utilisation de ces ressources pour nos universités. Donc, il y a des pistes, il faut qu'on les explore et qu'on les mette en œuvre, et c'est le sens du partenariat que M. Sangaré et que Bamba appelle et que moi je reçois. Le GOTIC va se mettre à la tâche, voilà, pour voir comment on peut travailler avec nos universités pour améliorer la qualité des plateaux techniques, la profondeur des plateaux techniques. Yasmine. Oui, je suis présente, donc je vous remercie. Voilà, peut-être une ou deux dernières questions. C'est ça. J'ai d'abord monsieur professeur Yao Jonas Anji qui a levé la main. Oui. Pour lui dire que Oui. voilà, le micro est activé, il peut participer donc désormais. D'accord. Bonjour. D'accord. Je peux y aller? Oui, allez-y, je vous en prie. Bien, merci mademoiselle Yasmina. Merci au docteur Sangaré de me permettre de prendre la parole. Je voudrais très rapidement, ne pas mobiliser la parole, remercier les deux intervenants pour leur exposé. Et je voudrais saisir la balle au bond de M. Beng. J'avoue qu'il a dit un certain nombre de choses qui me touchent beaucoup. En fait, je vous explique.
il y a un certain nombre d'infrastructures. Tout à l'heure, il parlait d'infrastructures. Je voudrais citer qu'il y a un data center à Bingerville, à l'UFHB, au niveau de l'université virtuelle. Il se fait des MOOC, il se fait un certain nombre de choses dans les universités aujourd'hui. À mon avis, le vrai problème, tout le monde est sensibilisé à la question de l'innovation et chacun y travaille de son côté sans vraiment qu'il y ait une synergie. Et pour moi, la question que j'ai posée tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce que cela n'était pas porté par le secteur privé vient de ce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il manque un guichet en face duquel on peut aller poser les soucis. Quand vous avez un jeune qui veut faire de l'innovation, est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il a un guichet, comme par exemple, on a un guichet emploi jeune pour tout jeune qui est diplômé ou pas, qui peut aller poser son souci d'emploi, à qui on peut lui dire voilà comment il faut prendre. Ce guichet-là, je pense qu'il n'existe pas. Et pour moi, il est important qu'on puisse, pour commencer vraiment à travailler dans ce domaine de l'innovation, faire en sorte qu'il y ait un guichet. Et à ce guichet-là, qu'on puisse trouver tous les acteurs, aussi bien publics que privés, qui puissent apporter des réponses. Et pour moi, les réponses, ça passe par une responsabilité bien définie. Ça peut être l'agence PME, l'agence Côte d'Ivoire PME, ça peut être quelqu'un d'autre, mais de nous connecter les uns avec les autres et proposer, vous avez parlé de régulation. Pour moi, c'est très important, mais il faut que ces personnes puissent identifier les questions et qu'ils puissent traduire en texte ces passerelles, c'est-à-dire définir des textes qui permettent de donner la matière de sorte que ceux qui vont s'y engager puissent avoir des textes qui leur permettent de poser des actions. Par exemple, aujourd'hui, vous parlez de link entre université, secteur privé, mais quels sont les textes qui les régissent? Comment pouvoir s'appuyer là-dessus pour prendre son élan? Donc, pour moi, la question se résume à comment on met en place une task force pour suivre cette affaire et permettre à tout innovateur de s'appuyer là-dessus pour savoir que pour telle question, je peux me référer à Côte d'Ivoire PME. Pour telle question, je peux avoir en face, excusez-moi, j'oublie, c'est Go de M. Mbeng. Gothique. Voilà, Gothique. Voilà. Voilà, Gothique Secteur, de sorte que la question de l'innovation est traitée, est portée par une personnalité, on va dire, par un organisme précis et par lequel on entre tous, et puis elle suit, comme par exemple des agences qui suivent l'évolution des écosystèmes, qui les rendent attractifs, etc., etc. Pour moi, la question se résume à ça, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment en Côte d'Ivoire, aussi bien dans les universités, par l'État, etc., etc., mais il manque de coordination et de visibilité pour que les gens puissent y aller. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. OK. Donc, merci en tout cas au professeur Yao Joseph Andji pour sa contribution. Je pense que tantôt j'ai expliqué que l'agence Côte d'Ivoire PME au niveau du programme Phoenix, un des points importants, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Et effectivement, le défi qu'on a toujours, ce n'est pas la création de textes ou d'institutions, mais c'est la capacité souvent à une meilleure coordination. Donc, effectivement, nous avons cette mission-là. Et aujourd'hui, au sein de Dream Factory, notre objectif, c'est cette plateforme qui permet de pouvoir recueillir les besoins des uns et des autres et de pouvoir accompagner l'écosystème. C'est vers cela que nous travaillons. Mais effectivement, la question de la coordination institutionnelle, des ressources qu'il faut pour mener de ce genre de mission reste aussi un gros challenge. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus gros défi, ce n'est pas de définir sur papier les structures qui vont le faire, mais la réalité, c'est de voir comment est-ce que de façon pratique cela s'opère et de voir un peu quels sont les intervenants sur ce dossier-là, parce que souvent, on a une grande multiplicité d'acteurs qui interviennent sur les dossiers publics, et puis, in fine, il n'y a personne qui est responsable parce qu'il y a un problème de coordination. Donc, on doit travailler vraiment dans ce sens-là, et je pense que l'initiative de cet après-midi aussi s'inscrit dans ce cadre-là, permettre à des structures telles que le Fonds Style, l'Agence Côte d'Ivoire PME, le groupe d'autres acteurs de se retrouver et puis de commencer à marcher ensemble, de commencer à voir un peu comment on peut avoir des plateformes communes d'intervention. Mais en ce qui nous concerne, vraiment, notre mission est celle-là. C'est de cette porte d'entrée-là pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème, de pouvoir fédérer les forces et de pouvoir avancer. C'est une mission que nous menons depuis 3 ans et je pense qu'à ce jour, quand même, il y a des acquis, mais effectivement, le défi, il est grand et il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Merci.
Je vous remercie. Merci, Monsieur Bamba. Alors, je vais vous partager tout simplement un texte du professeur Awa Coulibaly qui nous dit qu'elle souhaiterait partager donc, le même avis que le professeur Andy Jonas et qui nous dit que les infrastructures existent. Il faut maintenant une connexion entre les différents acteurs. Elle remercie donc les deux conférenciers ici présents, donc Monsieur Bamba et Monsieur Mbeng. OK. Donc, pour les questions, nous avons une autre question ici de M. Tanguy Kouakou qui demande, et puis je pense que ça va être la dernière question, créativité plus commercialisation égale innovation. Il nous dit, parallèlement à toutes ces dispositions qui sont prises pour accompagner la créativité, quelles dispositions sont prises pour accompagner la commercialisation des innovations des startups? OK. Je pense que comme dernière question du débat, je pense que c'est une des questions les plus importantes parce que au niveau de l'innovation, un élément critique ou l'élément le plus important, comme le diraient certains, c'est l'aspect de la commercialisation. Il faut que le produit puisse ou le service puisse arriver au marché, c'est là le plus gros défi. Et c'est pour cela que dans certains territoires, les programmes d'innovation sont accompagnés souvent de programmes de démonstration technologique qui vont permettre à quelqu'un qui a un produit innovant de soit permettre qu'une structure publique puisse utiliser ce produit-là, ou bien de soit permettre, par exemple, qu'il y ait un partenariat entre cette start-up et un acteur du secteur privé pour pouvoir exposer. Je prends un exemple aujourd'hui, par exemple. Quelqu'un crée aujourd'hui un nouveau produit antiseptique qui est destiné à entretenir nos CHU, par exemple. Mais ce produit qu'il vient de créer, si d'aventure il a la possibilité d'entrer en partenariat avec le CHU de Cocody ou le CHU de Yopougon, le CHU d'Angré, par exemple, ben, ça permet à cette personne de pouvoir faire ses preuves dans un environnement qui est mature. Et ce partenariat avec le CHU d'Angré ou le CHU de Cocody peut lui permettre de pouvoir accéder au marché facilement. Parce que le défi de l'innovation, les gens ont toujours peur d'adopter des produits qu'ils ne connaissent pas suffisamment. Et c'est pour cela que dans beaucoup de pays de l'OCDE, les ministères, les structures publiques ont l'obligation d'acheter une certaine quantité de la commande publique avec des produits innovants. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans le nouveau code de marché public qui a été adopté l'année dernière, les achats d'innovation sont un des objectifs. Et je pense qu'on devrait travailler à cela, faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire, au travers des différents ministères, des différentes structures publiques, s'engage à acheter de l'innovation, à rassurer bien sûr le marché, parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de commercer avec l'État, votre produit atteint un certain niveau. À partir du moment où l'État vous permet, ou vous aide à pouvoir avoir un partenariat avec le secteur privé, vous avez un produit et puis vous êtes capable, par exemple, dans le cadre d'un partenariat, de faire utiliser ce produit par un grand groupe international, ben, ça vous donne une certaine crédibilité. Donc, le plus gros défi de l'innovation, effectivement, au-delà de la question de propriété intellectuelle, de fabrication du produit, ben, pour que ça passe l'étape du marché, le test du marché, il faut des initiatives publiques et cela a déjà fait ses preuves. Et la commande publique est un élément important et c'est en cela que nous saluons bien sûr que dans le nouveau code des marchés publics de la Côte d'Ivoire depuis l'année dernière, la question de l'innovation est sur la table et il est souhaitable vraiment qu'au niveau des structures publiques, que ces structures soient encouragées à pouvoir faire des achats d'innovation. D'accord. Je vous remercie. Je lui dis merci. Du côté du secteur privé et du côté du patronat de Côte d'Ivoire, on a souhaité mettre en place des passerelles entre nos entreprises, du moins dans le secteur du numérique. Je parle nos entreprises instituées et les jeunes talents, les jeunes innovateurs, les jeunes créateurs, parce qu'on n'a pas une ubiquité technologique, parce que les technologies évoluent tellement, chaque semaine, chaque jour, il y a des choses qui s'opèrent. Donc, on a décidé de mettre en place un cluster dans le Gothic qui permettrait à des jeunes talents de faire de l'intra-entrepreneuriat, c'est-à-dire travailler avec nos entreprises dans des formules de sous-traitance pour innover sur des process, améliorer des produits, inventer de nouvelles solutions. Ça permettrait à ces jeunes d'être connectés avec un marché adressable et visible et avoir des revenus dans leur processus. Le but du jeu, c'est d'entretenir toute la chaîne globale, c'est-à-dire nous, acteurs institués dans notre politique de l'innovation, en externalisant, sous-traitant des passerelles avec des jeunes créateurs, des jeunes talents.
Donc, c'est un des axes que nous sommes en train de mettre en œuvre et il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de, comme on dit, de se réinventer autour de ces processus-là parce que ces jeunes apportent de l'énergie, je dirais de l'innovation, mais on essaie de garantir quand même. C'est Jonas Sandy, l'ami et frère de frère Simon Pierre. Oui, oui. Donc, c'était par rapport à la veillée. Donc, on devrait confirmer tout ça. Allô? Allô? Oui. Il y a deux conférences dans la conférence. Non, professeur Andy, coupez votre micro, professeur Andy. Ah, excusez-moi. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le but du jeu aussi, c'est quand même mettre en place des mesures de protection de l'ingénierie de ces jeunes. Donc, on est en train de questionner nos juristes pour savoir ce qu'il a lieu de faire, ou bien faire du benchmark avec d'autres acteurs qui ont développé ces processus d'intra-entrepreneuriat pour que ces jeunes aussi soient protégés dans leur capacité d'invention et pour ne pas galvauder leur savoir-faire parce qu'une entreprise a besoin de se donner de nouvelles trajectoires technologiques. Donc, on est en train de tester des concepts comme ça, mais comme Bamba l'a dit tout à l'heure, il y a un arsenal de réglementation qu'il faut pouvoir mettre en place et pour protéger l'entreprise et pour protéger l'intra-entrepreneur dans cette dynamique parce que c'est de la propriété intellectuelle. Merci infiniment, Monsieur Beng. Merci, Monsieur Bamba. Je vais pouvoir céder la parole donc, au secrétaire général donc, du FONSTI, Monsieur Yaya Sangaré, pour donner la conclusion de la conférence. Nous vous remercions pour toutes les questions que vous nous avez adressées. Puis, Monsieur Sangaré, vous avez la parole. Merci, Yasmina. Alors, non, le dernier mot ou les derniers mots, je souhaite que ce soit nos conférenciers qui les prononcent, n'est-ce pas? Donc, nous allons laisser le soin à nos conférenciers de conclure. Mais avant, ce que je voulais dire quand même, le message que je voulais faire passer, c'est que vraiment, je me réjouis de l'organisation de ces webinaires. Merci à toi, Yasmina, parce que, bon, j'étais vraiment engagé pour la réussite, n'est-ce pas, de ces webinaires et vraiment, je te remercie. Félicitations. Merci également à tous les participants pour vos questions et contributions. Voilà. Donc, je suis optimiste pour la suite si nous restons mobilisés et engagés. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons pu réunir des universitaires de haut rang. Nous avons avec nous une agence d'expertise et de soutien comme Côte d'Ivoire PME. Nous avons une structure de financement comme le FONSTI et un groupement d'entreprises du secteur privé comme le COTIF. Voilà. Je pense que là, nous allons dans la bonne direction, même comme le professeur Andy l'a souligné, même si nous ne devons pas perdre de vue que nous avons véritablement un problème de coordination. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille souvent de manière cloisonnée. Et je pense que nous allons travailler ensemble avec M. Bamba, M. Beng, lui-même le professeur Andy, et donc pour essayer de faire des propositions concrètes pour améliorer notre méthode de travail pour être plus efficace, voilà. Donc qu'il y ait plus de synergie, plus d'échanges, plus de communication. Voilà. Alors, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, puisque j'ai noté qu'il y avait énormément d'intérêt pour les participants. Nous n'avons pas répondu à des questions très pertinentes comme celle du professeur Nendien, Charlemagne, et puis d'autres. Alors, Yasmina, donc je souhaiterais que tu relèves toutes ces questions, que tu te mettes en contact avec nos participants, et puis ensemble avec M. Bamba, M. Beng, nous allons voir comment nous pouvons apporter donc des éléments de réponse, n'est-ce pas, à ces questions. Voilà.
Alors, donc, sur ce, voilà ce que je souhaiterais. Donc, je vais donc laisser la parole d'abord à M. Meng pour dire quelques mots donc, de clôture. Et ensuite, nous allons passer la parole à M. Bamba, le DG de Côte d'Ivoire, de l'agence Côte d'Ivoire PME, donc pour clore ce webinaire. Donc, M. Meng, vous avez la parole. Ok, merci M. Sangaré. Donc, on a compris dans l'ensemble de nos échanges cet après-midi que l'innovation est systémique. Hein. Donc, on a mis en Côte d'Ivoire des briques verticales. Chacun, on a mis des pavés et chacun des pavés essaie de faire mieux son job, mais il faut interconnecter les pavés, il faut collaborer. Donc, c'est cette collaboration-là que vous avez commencé, M. Sangaré, à mettre en place avec ce webinaire. Et vraiment, je vous remercie pour l'initiative. Et je remercie aussi Bamba d'avoir accepté de m'associer. Il a pris la décision hier après-midi. Et je pense qu'ensemble, on peut aller loin et on peut faire beaucoup de choses. Donc, le GoTIC est disponible pour vous accompagner dans ce chemin vers l'innovation. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Meng. Vraiment, le plaisir a été pour nous parce que travailler avec le secteur privé est important pour nous. Voilà. Donc, DG Bamba, OK. vous avez la parole pour le mot de clôture, n'est-ce pas, de ce webinaire. D'accord. En tout cas, merci bien au Dr Sangaré, merci en tout cas à tous les participants. Je pense que ce que nous venons de faire, c'est un exercice de conversation, c'est un exercice d'échange, de partage d'expériences, d'informations, d'infrastructures. Et si ça a été l'occasion pour chacun d'entre nous pour découvrir davantage le rôle des différents acteurs, on doit atteindre notre objectif. C'est un gros défi que nous avons tous devant nous. Et aujourd'hui, les technologies passent facilement les frontières. Il s'agit vraiment de faire en sorte que bon, si nos pays ont raté, je dirais, la révolution industrielle, mais de faire en sorte qu'aujourd'hui, avec les technologies qui sont beaucoup plus accessibles, nous travaillons vraiment à pouvoir renforcer les capacités de notre écosystème. Donc, chacun d'entre nous ici a un rôle à jouer, que ce soit au niveau des agences, des agences Côte d'Ivoire PME ou d'autres structures. Je pense qu'on devrait pouvoir travailler ensemble à établir des plateformes de collaboration. Et je pense que de notre côté, en tout cas en tant qu'agence et bien sûr avec les partenaires dans le GoTIC et autres, nous verrons vraiment avec M. Sangaré, Dr Sangaré, comment assez rapidement pour 2021, on peut déjà établir des plateformes de collaboration, des conciergeries d'innovation et déjà commencer à faciliter ou rendre accessible l'information entre, je dirais, les acteurs du monde universitaire et du secteur privé. Ça, c'est notre mission. Et je pense qu'on travaille dans ce sens. En tout cas, vous remercier et dire que l'agence Côte d'Ivoire PME est à votre disposition. Dans notre site internet, vous l'avez, c'est 3 fois www.agencecipme.ci. Donc, on est disponible pour pouvoir analyser toute possibilité de collaboration. Et au-delà bien sûr du DG, vous avez toute une équipe qui est là, qui aussi peut se rendre dans les universités, peut participer à des programmes de recherche et nous continuerons ensemble à faire en sorte qu'on puisse faire émerger des startups ou un écosystème fort en Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie. En tout cas, merci au FONSTI pour l'occasion de collaboration. Merci aussi à Patrick qui a bien voulu nous accompagner dans cette discussion. Merci à vous. OK. Merci, DG. OK. Bye bye à tout le monde. Bonne soirée. Bon après-midi. Merci. Mais c'est toujours en cours d'enregistrement. Si on met fin, il va enregistrer.